Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. Les performances économiques s'enchaînent pour le Bénin après l'agence Bloomfield qui a récemment noté le pays à moins, attestant de la résilience de son économie. La Banque mondiale vient aussi de classer le pays parmi les pays, encore une fois, à revenus intermédiaires. Une performance économique historiquement jamais égalée qui réjouit plus d'un, mais également qui est sujette à une polémique liée à la véracité ou pourquoi pas à la réalité des chiffres avancés. Et c'est justement pour en parler que nous recevons sur ce plateau le professeur Roch Niaoui David. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doyen de la FADESP, avocat au barreau du Bénin, président du groupe de réflexion alternative et perspective GRAP, et votre casquette politique est connue. Vous êtes membre du bureau politique du parti UP. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci. Et si le temps le permet, nous allons également évoquer rapidement sur cette émission l'actualité liée à la présidentielle de l'année prochaine. Nous sommes là, bien sûr, en 2021. Pour animer cette émission, ce matin, je suis avec mon confrère Jared Mitokwe. Bonjour. Bonjour Joël. Professeur Roch Niaoui David, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors cette semaine, le ministre des Finances, Romuald Wadagni, a fait une conférence de presse. Il a présenté les agrégats macroéconomiques du Bénin. Joël Tchobé a parlé de ces performances qui ont été saluées, non seulement par les institutions sous-régionales, mais également par la Banque mondiale et le FMI. Il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été présentés, mais les populations veulent que ça tombe tout de suite dans leur poche. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce discours? Alors, ça fait deux choses. Et il faut bien situer plus ou moins le débat. Quand on parle de croissance économique et quand on parle aujourd'hui de ce saut que le Bénin a fait en tant que pays à revenus intermédiaires et ensuite la possibilité pour la population de ressentir un peu ce classement, ce n'est pas automatiquement qu'il faut, comment dit-on, faire le lien. Vous avez une fondation qui est en train de se créer, de se faire. Quand la fondation, elle est prête, il faut bâtir sur cette fondation. C'est comme un peu un père de famille qui dit, ben, écoutez, je veux donner un peu plus de moyens à mes enfants, de conditions d'existence à mes enfants. Alors, je vais m'investir dans une activité, dans une entreprise. Le père va faire des concours bancaires, c'est-à-dire des prêts quelque part, et ensuite commence à améliorer un peu tout ce qui est autour de lui. Ce n'est pas automatiquement avec ce prêt bancaire, par exemple, que le père va dire, ben, demain, vous allez manger matin, midi, soir, c'est de poulet, c'est des canards. Non, c'est pas possible. Donc, il faut assurer la fondation, la sécurité de la fondation, la qualité de la fondation et ensuite la pérennité de la fondation pour que demain, on puisse percevoir davantage cet élément dont vous parlez et qui serait visible au niveau du panier de la ménagère. On va revenir au panier de la ménagère tout à l'heure, mais pour rester un peu dans votre logique, quels sont les éléments qui ont permis véritablement aujourd'hui au Bénin de bâtir cette solide fondation? Vous avez d'abord les réformes quasiment dans tous les secteurs. Et surtout au plan économique où vous avez la transparence budgétaire, vous avez la comptabilité nationale qui a été revue, vous avez un certain nombre d'agrégats qui ont permis aujourd'hui à l'État béninois d'être considéré comme un État sérieux. Je dis bien sérieux parce que toutes les performances ont été reconnues dans l'espace UEMOA, gouvernance économique et tout ce qui concerne, je dirais, la bonne gestion économique. Ben, le Bénin, au plan de l'UEMOA et au plan de la CEDEAO, est considéré comme un État faisant beaucoup d'efforts dans ce domaine. Et si on ne fait pas cet effort-là, on ne peut pas faire développer davantage un pays. Donc, vous voyez un peu ce que cela peut d'abord apporter sur le plan positionnement de l'État pour permettre que des investisseurs puissent venir et dire oui, c'est un pays sécurisé, c'est un pays dans lequel on aura la possibilité d'investir énormément. Bon, peut-être qu'on va revenir encore sur ces éléments. Alors, professeur Roch Niaoui David, vous dites que cette performance est à mettre à l'actif donc des réformes opérées par le régime. Absolument. Mais il y a également un débat flou qui se mène autour de la réalité des chiffres qui sont avancés. Aujourd'hui, la Banque mondiale table sur le taux d'inflation, certes, mais également, on a parlé au Bénin de ce qu'on appelle le rebasage des chiffres. Alors, est-ce que lorsqu'on doute de ces chiffres officiels, est-ce qu'il ne faut pas également prendre une pause et interroger réellement l'action des pouvoirs publics? Alors, je me pose la question, mais qui est celui qui doute de ces chiffres? Alors,
probablement vous allez me dire que c'est l'opposition qui est en train de contester. Même dans le milieu des intellectuels, des économistes. Même si les intellectuels émettent des réserves, ce ne seraient que des réserves théoriques. Qu'est-ce que la Banque mondiale a gagné en disant, voilà, je déclasse ce pays ou je le reclasse autrement, en disant, désormais c'est un pays à revenu intermédiaire. Qu'est-ce que la Banque gagne? À mentir ou à dire la vérité? Ce sont des éléments qui sont perceptibles à partir d'un certain nombre de critères. Les critères sont définis par la Banque mondiale. Ce ne sont pas des critères que le Bénin va exposer et ensuite dire, ben, écoutez, comme nous sommes des amis, ben, allez-y, déclassez-moi ou bien reclassez-moi. Non. Donc, ceux qui sont en train de s'attaquer à ces éléments de chiffres ont peut-être leur raison sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, c'est une réalité qui est là et qui est constatée par les organisations internationales, par la Banque mondiale notamment. Donc, regardons ça ensemble et voyons ce que cela peut rapporter au Bénin, au lieu de critiquer dans le sens de on a menti ici, on a traficoté des chiffres là. Non, c'est pas possible. Mais est-ce que les institutions comme le FMI, la Banque mondiale, qui sont, il faut le rappeler, essentiellement des partenaires stratégiques du Bénin, mais qui parlent essentiellement de la macroéconomie. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le problème? Il faut arriver à démystifier quand même cette notion de macroéconomie et faire le lien avec également la microéconomie. Oui, je suis d'accord avec vous, mais chaque chose en son temps. Vous ne pouvez pas commencer à dire macroéconomie, systématiquement, on va laisser la macroéconomie, on va s'occuper. C'est vrai qu'il faut trouver le lien pour que ça descende. Et le lien, c'est d'abord, pour moi, en tout cas particulièrement, c'est mon point de vue, que l'on puisse assurer sur le plan macroéconomique une certaine stabilité, une certaine pérennité. Et dès que c'est fait, je crois qu'on peut descendre plus probablement et plus facilement dans tout ce qui est microéconomie et donc toucher le bas peuple, les salariés et tout le monde. Est-ce que ce que Joël évoque là par rapport à la macroéconomie et à la microéconomie, par rapport justement au doute qu'il y a aujourd'hui sur ces chiffres, est-ce que ce doute ne vient pas également de ce que nous ressentons au niveau des populations à la base, de ce que nous ressentons au niveau du panier de la ménagère? On l'évoquait tantôt. Comment se fait-il qu'avec tous ces chiffres, les populations ne se sentent pas mieux? Regardez d'abord notre pays. Nous venons de loin. Nous venons de très loin. Il y a certaines routes sur lesquelles moi je suis passé, elles sont presque terminées. Mais je ne pouvais pas imaginer à un moment donné qu'en petit peu de temps, qu'il y ait ce désenclavement dans certains milieux. Donc, ça veut dire que s'il y a croissance économique, cette croissance économique est destinée à d'abord assurer un certain nombre d'infrastructures pour permettre un désenclavement, pour permettre à la production, n'est-ce pas, d'atteindre certains milieux pour la revendre et que l'on puisse gagner de l'argent, faire de l'importation et faire de l'exportation également. Donc, vous voyez, dans un premier temps, on a assuré un développement en permettant à tout le monde de voir une visibilité qui permettrait aujourd'hui, au moins au bas peuple, de faire écouler au moins ce que l'on a, vendre ce que l'on a. Je parle de l'informel en réalité. Et quand je dis qu'on est venu de très loin, alors, regardez le secteur structuré. Il y a combien d'entreprises au Bénin qui pouvaient ou qui pourraient assurer sérieusement des salaires aux personnes qui sont employées? Vous avez une masse forte de l'informel. Et cet informel est resté un peu dans une situation un peu... Enfin, c'est de la pagaille, autrement dit. Donc, en voulant restructurer, en voulant mettre de l'ordre dans tout ça, on ne peut pas directement injecter de l'argent qu'on est allé chercher à l'étranger pour faire des travaux. Et on dit à ceux qui vous ont prêté de l'argent, on veut faire ceci dans le domaine sanitaire, on veut faire ceci dans le domaine du développement des routes, etc. On ne peut pas prendre cet argent et distribuer à la population. Au-delà des projets structurants, au-delà de tout ce qui est infrastructure aujourd'hui déployée, mise en œuvre dans le pays, il y a également que ce dont vous parlez là au niveau du secteur informel, ce n'est pas seulement au niveau du secteur informel, on remarque également la chose au niveau du secteur structuré. Il y a les entreprises également aujourd'hui qui se plaignent alors que les différentes institutions sous-régionales ont en même temps salué les réformes qui ont été opérées concernant la libre circulation des personnes et des biens, mais les entreprises locales également. Oui, je veux bien comprendre un peu la situation des entreprises, mais regardez, une entreprise doit pouvoir avoir un mode de gestion correct. Si la gestion au niveau de l'entreprise pose problème, l'entreprise va se plaindre et les salariés vont se plaindre. Et si je prends les entreprises du secteur public, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Et peut-être dans le secteur privé,
on peut chercher à clarifier ou à catégoriser. Mais encore une fois, il revient aux entreprises d'avoir une bonne gestion. Ce n'est pas compter directement sur l'État. Compter sur l'État, c'est peut-être dire, en matière fiscale, est-ce qu'on peut bénéficier d'une petite exonération quelque part parce que nous allons recruter du personnel. Est-ce que ce n'est pas justement par là que l'État a la main un peu forte? La pression fiscale. L'État n'a pas assez de moyens. Notre économie est basée essentiellement sur les impôts que nous percevons. Alors, si vous lâchez, vous n'aurez plus de revenus. Or, vous avez des engagements vis-à-vis de l'extérieur et vous devez assurer ces engagements. Alors, il faut bien choisir de maintenir la balance en quelque sorte en disant on continue à percevoir les impôts et on cherche encore d'autres moyens, d'autres ressources pour assurer, je dirais peut-être, enfin, le développement. Qu'est-ce que l'État devrait faire? Presser davantage les entreprises locales ou mettre des conditions favorables pour que les entreprises il y a puissent tout un évoluer ensemble. convenablement. On doit payer les impôts, ça c'est sûr et certain. Donc ce n'est pas une pression. D'ailleurs, on n'a même pas atteint la pression qui est autorisée dans l'espace UEMOA. Donc on est en deçà de 15%, je crois très bien. Donc il n'y a pas encore de forte pression. Mais également, il faut accompagner les entreprises. Accompagner les entreprises qui sont sérieuses. Ça là, c'est sûr. On ne peut pas subventionner une entreprise qui court strictement à sa propre perte. Non, c'est pas possible. Donc il faut trouver les moyens pour assurer en quelque sorte ce souffle à ces entreprises pour qu'il y ait encore davantage d'emplois dans ce pays. Alors, professeur Roch, Djawid David, quand nous regardons dans le miroir de ce classement, le revenu national brut par habitant, le RNB, alors on dit aujourd'hui que par an, que ce classement, c'est que nous gagnons par an, un Béninois gagne en moyenne un peu moins de 800 000. Est-ce que vous en êtes convaincu? Alors que le SMIC, je le rappelle, est toujours à 40 000 francs CFA. Non, si vous regardez le SMIC, vous n'allez jamais vous en sortir. Parce que le revenu dont on parle, c'est tout un ensemble. Si vous voulez prendre en compte le revenu national brut, il faut considérer un peu tout ce qui fait l'objet de ressources à l'interne, mais également les ressources qui viennent de l'extérieur, moins ce que l'on paye à l'étranger. Et donc, ne pas regarder strictement, par exemple, le SMIC et dire « Ah, on n'a pas encore atteint 800 000 ». Non, c'est pas ça le problème. Parce que celui qui a, par exemple, le SMIC, est-ce que vous connaissez ces revenus, comment dit-on, complémentaires? Vous ne le savez pas. Les titres de propriété, éventuellement, que la personne a, ce qu'il a peut-être sous forme de succession, etc., etc. Donc, il y a tout un ensemble qu'il faut prendre en considération. Et c'est une prévision, encore une fois, qui doit permettre à l'État béninois de dépasser, en quelque sorte, ce revenu intermédiaire, cette position, je veux dire aujourd'hui, et aller plus loin. En fait, je rappelle encore une fois que ce classement qui est intervenu n'est pas une fin en soi. C'est une manière de dire, vous avez fait un effort. Et cet effort, il faut continuer à aller loin parce que cela doit pouvoir descendre à un moment donné sur l'ensemble de la population en termes de partage de revenus. Mais pour partager le revenu, il faut quand même permettre à l'État ou tout au moins à la société de constater qu'on a des moyens d'existence qui sont favorables. Le débat se fait justement à ce niveau. Aujourd'hui, les titres croisés en termes de critique prennent comme cible le mot de redistribution de la richesse. Est-ce que vous, professeur, vous êtes fier lorsque vous regardez dans la ville de Cotonou, n'allons pas loin, nos amis émigrants, nos bonnes dames qui vendent au bord des voies, est-ce que vous êtes fiers lorsque vous les regardez? Est-ce que vous avez l'impression que ces personnes-là gagnent effectivement ou bénéficient de cette richesse-là qui est produite? Je suis au moins rassuré par rapport à ces personnes parce que c'est des gens qui comprennent ce que vit le Bénin. Ce sont des gens qui comprennent qu'il faut se battre par soi-même avant d'assurer un développement. Ce sont des gens qui ont compris qu'il ne faut pas tendre la main, attendre de l'argent. Et ça ne viendra pas. Alors, vous voyez un peu la situation de ce beau monde que vous avez tout à l'heure décrit, mais c'est une situation qui ne dépend pas du pouvoir en place. C'est une situation dont on a hérité des anciens, je dirais, régimes, des anciens systèmes. Donc, c'est progressivement que les choses vont changer. Et c'est pour que ça change que nous avons, que le pouvoir en place essaye de jouer sur la croissance. Et quand cette croissance sera forte, on doit pouvoir dire à un moment donné, le Bénin a la possibilité de créer davantage d'emplois. C'est un peu ça. C'est-à-dire que si nous avons ça, nous aurons la possibilité de
enfin, justement, d'éclore ça davantage, d'envoyer ça partout. Mais assurons d'abord la fondation. Et nous devons maintenir cette fondation qui est en quelque sorte cette croissance qui est reconnue au plan. Vous parlez de ces inégalités, vous dites que c'est progressivement que ça va changer, mais on a l'impression que ça change dans le sens contraire, puisque les populations se plaignent davantage et que cet héritage dont vous parlez aujourd'hui est encore plus compliqué à gérer. Les populations se plaignent en disant quoi? Que c'est le gouvernement qui profite de cette croissance, c'est ça ce que vous voulez dire? Mais on peut le dire, non? Moi, je n'ai pas d'éléments. Lorsqu'on parle par exemple des salaires politiques aujourd'hui, il y a tout un flou. Les salaires politiques. Vous savez, les salaires politiques ne sont pas des salaires professionnels. Les salaires politiques ne sont pas des salaires professionnels. Je n'ai pas le montant de ces salaires politiques. On ne va pas en discuter. Mais je tiens compte de ce que la personne fait au plan politique. C'est momentané, c'est provisoire. Au plan professionnel, j'ai une activité professionnelle que je dois assurer. Ce que je gagne dans mon activité professionnelle, je ne peux pas comparer ça à ce que je gagne au sens professionnel. C'est au sens politique. Si je vais aller en politique, je vais en politique et je vais gagner de l'argent si c'est possible. On estime que les politiciens aujourd'hui doivent quand même faire le sacrifice qui est demandé au peuple qui est donc au bas de l'échelle. Le sacrifice, c'est d'abord déjà ce que le politique fait pour que la situation s'améliore. C'est le travail que le politique fait pour que la croissance puisse être plus grande. Le sacrifice, c'est ce que le politique vit chaque jour, ne pouvant pas dormir, obligé de dire, dès qu'il y a un pépin quelque part, à Djagbo, à Lada ou bien à Malanville, que l'on réagisse automatiquement et immédiatement en donnant une solution. Alors, professeur Roch David Nyaoui, comment fait-on aujourd'hui pour mettre davantage les populations dans le sens de ce qui est en train de se faire? Parce que oui, nous avons tous ces bons résultats. Ces résultats ont été préparés sur pratiquement, mettons, 3 ans, 4 ans, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Ça a été obtenu sur des coupes budgétaires, ça a été obtenu sur beaucoup d'opérations pour pouvoir rationaliser les dépenses. Et les premiers qui ont reçu ce coup, justement, ce sont les fonctionnaires. Comment fait-on aujourd'hui, avec tous ces résultats, pour intéresser à nouveau tout ce beau monde? Alors, ce sera toute une stratégie qu'il va falloir développer, détailler ici, et je ne suis pas forcément dans, je dirais, les secrets des dieux. Mais pour ma part, je considère que ce sera toujours progressif, que cela va aller. Nous avons besoin de constater qu'il y a une évolution. Ça fait quand même 4 ans que les fonctionnaires ont perdu beaucoup d'avantages. 4 ans, c'est progressif. Nous avons des résultats aujourd'hui. Ils attendent également que la situation s'améliore. 4 ans, c'est peu, mais les résultats que nous avons sur le terrain sont immenses. Quand on parle de construction d'hôpitaux, quand on parle de mise en place de structures routières, quand on parle de mise en place de structures, enfin, dans nombre de secteurs, ça, c'est des milliards et des milliards que l'on consomme. Donc ça, c'est des résultats perceptibles. Moi, je vous le dis encore une fois, vous savez, le développement, c'est d'abord la route. Le développement, c'est le désenclavement. Si on est enclavé, on peut pas. On n'existera pas. Donc, 4 ans, je trouve que c'est peu. 4 ans, on ne peut pas faire grand-chose. 4 ans, c'est pour mettre en place le système qui permettra de modifier et de faire profiter les gens. C'est pourquoi, à mon avis, politiquement parlant, il faut plébisciter le président pour un 2e mandat. Le débat, on va aborder le volet politique tout à l'heure, mais le débat qui a eu lieu avant justement cette actualité était lié à l'endettement du Bénin. On a tout le temps dit que le Bénin était un pays surendetté. Avec ces performances économiques, est-ce que nous n'allons pas continuer encore dans la même direction, continuer l'endettement et toujours, de l'autre côté, faire des réformes pour paraître clean et donc pressurer plus les citoyens? Alors, je vais vous rassurer par rapport à quelque chose qui va paraître peut-être un peu, je dirais, comique, pourquoi pas. Vous savez, beaucoup de Béninois pensent qu'il ne faut pas s'endetter. Beaucoup de Béninois pensent qu'il ne faut pas prendre de dettes, parce que les dettes, ça ruine. Mais parfois, si vous oubliez de prendre des dettes, vous n'allez jamais évoluer. Vous n'allez jamais construire votre maison, vous n'allez jamais assurer, je dirais peut-être un développement. On n'est pas obligé de s'endetter. On n'est pas obligé de s'endetter, mais un État est obligé de s'endetter. Parce que si l'État n'a pas de ressources propres internes, l'État est obligé de recourir à des dettes. Et par rapport à ces dettes, il faut savoir où aller. Qui doit pouvoir vous prêter telle somme d'argent et à quel taux? Si vous savez, vous connaissez bien les marchés internationaux, les marchés financiers, vous pouvez gagner beaucoup que vous ne le pensiez. Donc, vous avez aujourd'hui, je dirais, un gouvernement qui est très futé,
qui connaît le système, qui connaît très bien le marché financier international et qui profite. On peut même aller chercher une dette à 2% pour rembourser une dette de 8% ou de 6%. Ça, c'est tout à fait gagné. Donc, c'est tout un management, c'est toute une stratégie. Est-ce que ce n'est pas l'hyperactivité du gouvernement béninois sur les marchés financiers aujourd'hui? Pratiquement chaque semaine, on entend, voilà, on va sur le marché financier de l'UEMOA titre, on veut 100 milliards, on veut 25 milliards. Est-ce que ce n'est pas l'hyperactivité du gouvernement béninois sur ces marchés financiers justement qui crée le problème? Et si vous n'avez pas d'activité, si vous n'êtes pas hyperactif, vous serez broyé par un monde qui se développe de plus en plus dans un système capitaliste. Donc, il vaut mieux y aller. Et encore une fois, vous savez, le fait d'aller prêter de l'argent à l'étranger ne veut pas dire forcément que vous n'avez pas la possibilité de rembourser. Il s'agit de stratégies à mettre en place pour assurer le remboursement. Il s'agit de stratégies à mettre en place pour que les gens puissent continuer à vous dire mais celui-là, il est sérieux, on peut toujours lui prêter de l'argent. Pour que vous réalisiez des choses à l'intérieur. C'est vrai que vous n'êtes pas économiste, vous n'êtes pas du ministère des Finances. On allait vous demander quelles sont les stratégies à mettre en place véritablement pour pouvoir régler cette dette, parce que ça fait quand même des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, mettons, que nous empruntons pratiquement tout le temps, que nous prêtons tout le temps, mais nous n'arrivons pas à payer. Mais généralement, il faut des remises de dettes pour les pays africains. Annulation de dettes aussi, annulation de dettes, etc. Pour que les pays africains puissent je vais vous rassurer. Si on reprend par exemple l'exemple du Bénin, qui était déjà un pays endetté avant que l'actuel pouvoir ne s'installe en 2007, nous n'avons pas pu régler ces dettes. Le pays n'a pas produit plus de richesse, nous n'avons pas d'usine de transformation, nous n'avons pratiquement rien. Comment faisons-nous pour payer alors que nous savons bien que au niveau des différents leviers qui soutiennent l'économie, il y a des problèmes à chaque niveau? Alors, une question à vous. C'est vous qui posez la question, c'est vrai, mais moi je vais vous poser une toute petite question. Est-ce que vous connaissez un pays dans le monde entier qui ne soit pas endetté? La plupart des pays le sont. Très bien. Donc ça veut dire que c'est un phénomène. Avec de disparité quand même. Hein. Bien sûr, parce que je ne vais pas emprunter au-delà de mes capacités. Alors, c'est un phénomène récurrent. Et parce que, encore une fois, la France est endettée. La Chine est endettée. Les États-Unis sont endettés. Alors, à partir de ce moment, il faut peut-être comprendre que c'est un mécanisme à partir duquel on peut assurer un certain développement. Moi, je sais pour ma part, en ce qui concerne le financement des entreprises, que l'on peut utiliser le passif d'une entreprise pour avoir de l'argent. C'est-à-dire que vous allez jouer sur les dettes de l'entreprise pour amener un financement positif qui permettra d'aller vers des activités. Et donc, c'est bien possible. Alors, dire qu'il y a de façon récurrente le fait que le Bénin soit sur le marché financier pour aller chercher, c'est parce que nous avons des projets, parce que le gouvernement a des projets, et parce que ces projets vont dans le sens d'une meilleure condition de vie des Béninois. Il vaut mieux le faire aujourd'hui. Et n'oubliez pas, vous savez, dans le temps, nous avons vu des gens qui ont été des pays qui ont été tellement endettés à un moment donné. On dit on efface l'ardoise, tout simplement. Alors, professeur, mais c'est une question de stratégie. Alors, merci. Professeur, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question avant que nous ne puissions progresser dans cette émission. Aujourd'hui, on peut s'enorgueillir pour dire que voilà, nous sommes passés de la catégorie des pays à faible revenu à la catégorie des pays à revenu intermédiaire, mais cela appelle également des implications. Oui. Il y a un instant, nous parlions donc de la dette. Si on n'a pas pu donc rembourser cette dette-là qui existait depuis l'arrivée de ce régime en a également contracté. Alors, lorsque, avec ce nouveau statut, nous allons finalement chercher de la dette, il y a forcément des incidences en termes de taux à appliquer, même si, en cours de semaine, le ministre des Finances a rassuré que le Bénin conserve l'accès au financement concessionnel. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte aujourd'hui? On n'a pas les capacités comme les pays comme le Sénégal, le Maroc, qui sont fortement industrialisés. Notre niveau d'endettement n'est pas encore un niveau criard. C'est pas possible de voir les choses dans le sens quasi négatif. Encore, si on n'a pas de dette, c'est comme si vous n'existez pas. C'est tellement simple, schématisé pour moi, non juriste, non économiste, non gestionnaire. Mais j'ai besoin parfois de dette pour pouvoir réaliser. Et ma capacité de remboursement dépend de ce que je suis allé chercher. C'est clair et c'est net. Alors, à partir de ce moment, si aujourd'hui, on prend l'exemple béninois, est-ce que nous sommes capables de rembourser? Mais c'est sur le temps que ça se fera. Et le remboursement, c'est une question de stratégie, encore une place, mise en œuvre
par le gouvernement, parce qu'on sait comment on peut rembourser telle dette et échelonner telle autre dette, apurer une dette ici, etc. Il y a tellement de stratégies que le gouvernement va développer pour cela. Il ne faut pas que nous nous focalisions sur le fait que ce régime aille chercher de l'argent pour le bien-être de ce pays. Mais on doit s'en organiser. Alors, nous allons poursuivre cette émission. Il nous reste environ une dizaine de minutes. Nous allons aborder le volet politique. L'actualité, c'est la présidentielle de 2021. C'est vrai que nous sommes encore à 8 mois. C'est tout proche. Voilà, c'est tout proche. Et que l'Assemblée nationale va d'ailleurs procéder la semaine prochaine à la désignation des membres du COS-LEPI. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure du second mandat. Vous disiez qu'il fallait donner un second mandat à Patrice Talon. J'ai dit qu'il faut plébisciter le président. Je suis allé plus loin. Qu'il faut le plébisciter. Pour lui, vous le voyez déjà à la Marina. C'est ce que je suis en train de dire en termes clairs. Candidature et ensuite aller aux élections, on le plébiscite, c'est-à-dire qu'on l'apprécie, on l'approuve quasiment à 80%. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui ceux qui estiment qu'il ne devrait pas se présenter? Ceux qui le disent se fondent sur quoi? Ça, la parole donnée en 2016. La parole donnée est une parole qui peut s'appuyer sur une règle de droit. Sinon, ça reste une promesse vague comme ça. On va dire, la promesse n'engage que ceux qui y croient. S'il n'y a pas de règle fixe, et pourtant il y en a, la règle c'est la Constitution qui dit qu'on peut faire 2 mandats. Et pourquoi vouloir dire au président, vous avez à un moment donné dit vous voulez un seul mandat et maintenant vous voulez postuler un... Non, c'est pas possible. C'est vrai que j'ai en face de moi un juriste qui est donc vraiment je m'en tiens à la règle. Mais le chef de l'État lui-même, on se rappelle encore dans son discours d'investiture où pendant la campagne avait dit clairement et assumé qu'il fera de son mandat unique une exigence morale. Tout à fait. Une exigence morale. Maintenant, il est devant l'épreuve. Vous avez posé une question qui touche également à ceux qui, en retour, doivent lui permettre d'exécuter cette exigence morale. Vous dites, accompagnez-moi dans un mandat unique. Voilà les règles que nous allons mettre en place pour assurer la pérennité même de ce mandat unique. Vous refusez. Et vous voulez que celui qui a pris cet engagement, cette exigence morale qu'il évoque, vous voulez lui imposer ça coûte que coûte d'arda. C'est pas possible. Parce que vous avez également de votre côté, de l'autre côté, une responsabilité, tout au moins des obligations, de l'accompagner dans la réalisation. Et alors, ce n'est pas le cas. Donc, il faut oublier ça. Aujourd'hui, tout ce que vous dites là a été pratiquement dit en 2016. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons vers 2021 et je suis sûr que ce n'est pas pour la forme que Patrice Talon souhaiterait avoir un deuxième mandat ou alors se présenter en 2021. Selon vous, est-ce qu'il y a des éléments aujourd'hui, des éléments concrets qui le poussent à se présenter? C'est-à-dire quand il était en train de faire la promotion du mandat, quand il se faisait le chant du mandat unique, il était dans l'objectif de faire un mandat. Aujourd'hui, il se retrouve à demander un second. Selon vous, quels sont les éléments qui ont marqué sa gouvernance et qui pourraient l'amener au-delà de ce que vous avez avancé et qui était que, bon, tout le monde a refusé de ne pas suivre le mandat unique. Des éléments techniques. Je vais vous donner 2 éléments. Le premier élément, ce sont les réformes. Ce n'est pas terminé. Et on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. C'est pas possible. Parce que nous avons atteint, on était en train de parler de ce classement du Bénin en tant que pays à revenu intermédiaire. C'est un acquis là et on ne faut pas dormir là-dessus. Donc il faut continuer les réformes pour que le Bénin puisse atteindre le niveau supérieur et enfin peut-être venir au niveau élevé. Donc les réformes. Un premier argument technique. Deuxième argument technique, c'est que, et c'est toujours lié un peu à la croissance économique, il y a des travaux. On ne va pas abandonner parce que vous avez déjà mis en place un système de fondation et vous allez tout abandonner subitement pour dire que quelqu'un d'autre va assurer. La personne n'aura pas les plans de la fondation, la personne va casser tout ce que vous allez faire et demain, donc, les gens vont dire mais c'est un mandat qui est nul, on n'a pas assuré, on n'a pas réussi. Donc en clair, il faut définitivement oublier la question du mandat unique au Bénin. Je ne dis pas qu'il faut oublier. Peut-être que ça va revenir plus tard. Je n'en sais rien. Mais pour l'instant... Comment est-ce que celui qui aura ce mandat de 5 ans, comment est-ce qu'il pourra avancer? Comment est-ce qu'il pourra progresser? Parce que notre pays, quand on prend la courbe, quand on prend une courbe virtuelle comme ça de développement, nous ne sommes pas encore à 5 si c'est sur 100. Je suis d'accord avec vous. Ça veut dire que c'est même difficile. Le mandat unique de 5 ans, c'est difficile. Si on dit un mandat unique de 7 ans, de 9 ans, ça marcherait encore davantage peut-être.
Et donc c'est pourquoi, pour l'instant, en s'appuyant sur la règle de droit, sur la Constitution, il n'y a pas de mandat technique, de mandat unique, pardon. Oui. Et donc à partir de là, ce n'est même plus la peine de revenir en arrière. Il a donné sa parole. Mais si je m'en tiens à votre argumentaire, professeur, même après 10 ans, les chantiers pourraient toujours être en cours. En effet, mais dans ce cas... J'ai l'impression que j'ai déjà entendu ce discours en 2011, quand Boni Yahi finissait son premier mandat. Oui, ça dépend de comment on s'arrange pour perpétuer la continuité de l'État. Si vous ne vous préparez pas, vous serez surpris à un moment donné. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les deux mastodontes, UP et BR, qui entourent le chef de l'État, il n'y a personne qui puisse valablement assurer la succession de Patrice Talon? C'est possible qu'il y ait quelqu'un, mais quand on regarde la possibilité pour le président de briguer un deuxième mandat, mais parlons de ça d'abord. Et après, on va préparer quelqu'un peut-être... déjà les armes pour la candidature d'une autre personne, peut-être à l'intérieur. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Je raisonne en termes de possibilité de faire 2 mandats. Si cette possibilité existe, allons-y d'abord. Et après, on va revenir, on va réfléchir sur un troisième larron. Toujours concernant cette présidentielle 2021, il y a la question du parrainage. Comment voyez-vous les élections de 2000 ou l'élection présidentielle de 2021? Il y a un analyste politique qui a dit tout récemment que ce sera un match d'entraînement qui va coûter un peu trop cher, 5 milliards de francs CFA. Le ministre de la Communication est passé de l'autre côté pour dire que l'élection sera ouverte. Alors, comment est-ce que vous voyez cette élection? Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est l'UPBR qui ont tous les maires et tous les députés. Non, il y a les FCBE, mais qui ne peuvent pas, qui sont obligés de repartir encore vers ces partis pour pouvoir avoir les parrainages. Est-ce que vous voyez beaucoup de candidats dans cette compétition et comment est-ce qu'elle va se dérouler? Entre la déclaration de candidature et l'approbation par le Conseil constitutionnel de ces différentes candidatures, c'est tout un chemin qu'il faut parcourir. Alors, quand on dit que le jeu est ouvert, ça veut dire que les gens peuvent déclarer leur candidature. Mais en vous déclarant candidat à l'élection présidentielle, c'est que vous allez regarder les conditions qui vous permettent aujourd'hui d'être éligible. Si vous remplissez les conditions, le problème ne se pose pas. Mais si vous ne remplissez pas les conditions, mais vous allez rester peut-être dans les starting blocks, même pas vous allez rester dans les coulisses, et puis après on va dire, les choses peuvent changer. Je comprends que quand vous parlez des conditions, vous parlez également du parrainage. C'est un ensemble, évidemment. Le parrainage est une condition pour aller à l'élection. Celui qui veut avoir un parrainage n'a qu'à se débrouiller pour le faire. Mais est-ce qu'au vu de la configuration politique actuellement, c'est facile à tout venant d'avoir ce parrainage? Alors, si vous ne pouvez pas le faire, donc vous vous abandonnez. C'est aussi simple que ça. Donc, vous nuancez sur ce plateau cette ouverture dont a parlé... L'ouverture existe toujours en termes de « je peux aller commander ». L'ouverture existe en termes de « je peux demander ». Si on ne me donne pas, je me tais. Je me range. Professeur Rokiaoui David, est-ce que l'ouverture existe également en termes de « oui, je suis élu, je peux me constituer avec d'autres élus et aller désigner un candidat et le soutenir ». Ça, c'est un autre débat. Parce que nous sommes en train de créer un système partisan qui doit pouvoir s'appuyer sur des règles internes respectées par tous. Ce que le parti dit, c'est ce que les membres du parti, militants, députés, maires, doivent respecter. Si le parti décide de dire on peut accorder un parrainage à quelqu'un d'autre, ça c'est le parti qui a décidé, et dans ce cas, les maires et les députés peuvent faire comme ils veulent. Mais si c'est pas le cas, que individuellement chacun veut exprimer une liberté, non, ça ne peut pas marcher parce que nous sommes dans le cadre d'un parti et une discipline du parti qu'il faut respecter. C'est fini ce désordre d'il y a plusieurs années dans ce pays. Il faudrait qu'on se dise, mais nous sommes ensemble, on respecte les règles qui ont été édictées ensemble et puis voilà. Alors, résumez-vous, professeur, en 2021, le jeu donc est corsé. Non, en 2021, iront aux élections ceux qui remplissent les conditions exigées par la loi et puis le peuple va décider. D'accord. Alors nous sommes au terme de cette émission. Vous avez le mot de la fin. Le mot de la fin, pour moi, toujours, c'est l'espoir. Parce qu'on a cet espoir qui doit s'appuyer sur cette croissance économique. Avec le classement du Bénin aujourd'hui, nous avons une fondation. Et cette fondation, il faut vraiment l'assurer et se dire qu'on va construire là-dessus pour permettre à la population de bénéficier demain de ce que le président de la République, de ce que le gouvernement, de ce que la rupture fait dans le sens d'un Bénin davantage révélé, d'un Bénin qui sera désormais plus tard célébré.
Merci à vous, professeur Roch Niaoui David. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Bénin, vous êtes doyen de la FADESP, président du GRAP, entendez, groupe de réflexion alternative et perspective. Vous êtes également membre du bureau politique du parti Union progressiste. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à toi, Jean-Hugues. Merci, Joël. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dimanche prochain.